table. Une émission proposée par Hype FM. Jaurès et les Arméniens, une histoire forte marquée par la souffrance d'un peuple subissant injustice et massacre et ancrée dans l'humanisme d'un porte-parole des faibles et des pauvres. Jaurès, une référence parmi les défenseurs du peuple arménien, reste un symbole de cette classe minoritaire d'hommes politiques de la France ou même de l'Europe de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui a su placer l'humain au-dessus de certains intérêts. Aujourd'hui, nous parlerons avec Vincent Duclerc, historien et spécialiste, entre autres, de Jean Jaurès, de ce symbole pour les Arméniens, mais aussi de Jean Jaurès, l'homme politique, le journaliste, l'intellectuel, qui a été à la défense des classes ouvrières en France, qui a œuvré pour la séparation de l'Église et de l'État, sans oublier son rôle dans la défense de Dreyfus ou encore dans la fondation du Parti socialiste dont on parlera aujourd'hui. Avec nous également Mourad Papazian, président de la FRA pour l'Europe occidentale, qui a organisé, la FRA, ce voyage d'une délégation socialiste au mois de septembre dernier en Arménie, justement pour commémorer le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Merci à vous deux et merci d'être ici pour parler de ce grand homme. Vincent Duclerc, on parle souvent chez les Arméniens de cette relation très forte entre Jean Jaurès, mais pas que lui, mais lui comme le grand symbole peut-être, Jean Jaurès et les Arméniens, alors que en France, très peu de gens savent ou connaissent que Jean Jaurès n'était pas que le défenseur, par exemple, entre autres, de Dreyfus, mais aussi d'un peuple qui se faisait massacrer à la fin du XIXe siècle dans la Turquie, dans l'Anatolie, dans cet empire ottoman. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire comprendre aux Français, à l'opinion publique française, le rôle de Jaurès donc dans la défense des Arméniens, notamment parce que va s'ouvrir l'année prochaine, en 2015, le centenaire du génocide des Arméniens. Jaurès était mort quand le génocide a été déclenché, mais Jaurès avait compris que sur les Arméniens pesait une terrible menace, et son engagement contre les grands massacres de 1894-96 est un engagement tout à fait emblématique, c'est un modèle d'engagement intellectuel, et je dois dire que moi je suis venu en fait à cette étude de Jaurès et les Arméniens, à la fois par mon travail sur Jaurès, mais aussi par mon travail sur l'affaire Dreyfus. Et cet engagement de Jaurès et de toute une série d'intellectuels pour défendre les Arméniens massacrés par le sultan Abdulhamid II, eh bien, cet engagement a précédé, a préparé l'engagement pour Dreyfus. Alors justement, on se pose la question, pourquoi, on ne devrait pas se poser cette question, mais on se la pose quand même, pourquoi des hommes politiques en France, à cette époque, devraient défendre les Arméniens? Il y a l'élan de solidarité, il y a l'humanisme, bien entendu, mais ce sont des hommes politiques qui devraient penser aux intérêts de l'État d'abord, et que la France avait des intérêts certains dans cet empire ottoman, alors que la défense de cette minorité de cette manière-là n'allait pas peut-être en parallèle avec les intérêts ou la vocation du gouvernement de l'époque. Alors le gouvernement de l'époque, c'est un gouvernement républicain modéré qui fait une politique plutôt à droite, une politique conservatrice, et le ministre des Affaires étrangères est Gabriel Hanotaux. Et Gabriel Hanotaux, d'abord, il faut savoir, a été jeune diplomate en poste à Constantinople. Il a été certainement fasciné par le gouvernement de la Porte, comme on l'appelle, les institutions impériales. Il a rencontré le sultan Abdulhamid II. Et lorsqu'il est ministre des Affaires étrangères, tout concourt pour qu'il fasse une politique très pro-impériale, mais une politique très pro-ottomane, visant à surtout empêcher qu'en France et en Europe des condamnations aient lieu des entreprises de massacre décidées donc par le sultan depuis son palais de Yildiz, dans un cadre aussi extrêmement autoritaire. On considère que Abdulhamid II, à cette époque, à partir des débuts des années 1890, développe une véritable tyrannie dans l'Empire ottoman. Et donc cette tyrannie débouche sur un processus d'extermination partielle de cette grande communauté des Arméniens de l'Empire ottoman.
Et donc, on parle là d'environ de 200 à 300 000 selon les chiffres victimes de ces massacres. Oui, alors bon, c'est plutôt 200 000, mais ce qu'il faut voir, c'est que 200 000 victimes, c'est près de 100 000 personnes blessées ou traumatisées par les massacres. C'est aussi des destructions matérielles, économiques, ce qui fait que cette grande communauté arménienne est peut-être irrémédiablement affaiblie par les grands massacres, et donc vulnérable, et donc d'une certaine manière, le génocide se prépare dès 1894-96, et on observe aussi, l'intensité de ces massacres, notamment, la cruauté extrême des mises à mort. Et vous savez que dans l'analyse d'un génocide, il faut aussi analyser les processus de mise à mort qui sont extrêmement cruels et qui sont documentés. L'histoire, en fait, est très intéressante et n'intéresse pas seulement, un auditoire arménien, mais doit intéresser au fond un auditoire français et européen. Effectivement, devant ces grands massacres qui débutent en 1994 et qui sont connus de tous, il y a dans l'Empire ottoman énormément de diplomates, de consuls, de missionnaires, des journalistes aussi sont sur place, et donc ces massacres et leur cruauté sont connus. L'ambassadeur de France, Paul Cambon, dispose d'un réseau de consuls extrêmement courageux aussi, qui sont sur le terrain, qui vont pour certains défendre et sauver des Arméniens, et même la femme d'un des consuls, Émilie Carlier, recevra la Légion d'honneur pour cela. Donc c'est un point vraiment important, et face à ces informations extrêmement précises, vraiment d'un événement qui n'est pas comparable, à cette persécution ordinaire que vivaient les Arméniens depuis le milieu du 19e siècle dans l'Empire ottoman. Donc face à ces massacres de haute intensité, le gouvernement anglais bouge, c'est vrai, fait effectivement un rapport, un livre bleu qui est considéré comme assez précurseur, mais c'est plutôt les intellectuels anglais ou l'opposition, notamment menée par Gladstone, qui intervient. En France, en revanche, qui intervient comment ? Gladstone proteste, et puis tout simplement. Proteste. Enfin, c'est vrai que il était là. Au Parlement anglais, donc il y a des débats. C'est certain que les Anglais, de ce point de vue-là, sont considérés comme plus avancés, ainsi que les Américains. Alors pas le gouvernement américain, mais les élites sociales et intellectuelles américaines aussi se mobilisent. Bon, il y a le très beau livre de Peter Balakian, que je recommande à vos auditeurs, qui montre bien comment est-ce que la société américaine réagit. En France, au fond, ce qui se passe, c'est que personne ne réagit. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le gouvernement soutient massivement la politique impériale, le sultan, pour des raisons, donc je l'ai dit, les liens un peu personnels Gabriel Hanotaux avec le sultan, mais aussi tous les intérêts économiques français dans l'Empire ottoman, et le souci aussi d'une certaine manière d'empêcher l'installation du désordre dans l'Empire ottoman. Ce que ne comprend pas Gabriel Hanotaux, c'est que le désordre, il est installé par le sultan avec les grands massacres. Mais ça, pour Gabriel Hanotaux, le désordre, ça serait effectivement d'affaiblir le sultan. Et il faut ajouter un dernier élément qui est très important aussi, et qui, aussi, jette sur la République française un voile, noir, c'est que pour envisager la reconquête de l'Alsace et de la Moselle pour infliger une défaite à l'Allemagne, la France s'est rapprochée de la Russie, qui est un régime autocratique. Et du reste, c'est d'abord en fait les milieux militaires qui sont rapprochés de la Russie. Or, la Russie, elle aussi, soutient, pour des raisons de stabilité, de conservatisme, soutient le pouvoir d'Abdulhamid II. Donc en fait, tout concourt à ce que la France républicaine, le ministère des Affaires étrangères, soutient la position impériale et empêche absolument qu'on parle à la Chambre des députés des grands massacres. Et pour l'opinion publique, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi une sorte d'omerta, un complot du silence. Les journaux refusent de parler des grands massacres pour deux raisons. Soit ils sont gouvernementaux, et donc ils ne vont pas effectivement affaiblir le gouvernement, soit
ils ont été, pour beaucoup, payés par le sultan qui donne beaucoup d'argent aux journaux pour acheter leur silence. Et ça, c'est attesté par tous. Et là, face à ça, il faut le dire, il y a des hommes courageux qui, effectivement, vont refuser, cette loi et qui vont s'engager, Jean Jaurès notamment, mais il y en a d'autres et on pourra en parler. Donc il y avait des instituts du Bosphore déjà à l'époque. Eh oui. Moulad Papazian, très intéressant de parler de ces forces internationales, la France, l'Angleterre, la Russie, parce que après la prise de la banque ottomane, qui était une action menée par la FR International à l'époque, des jeunes qui ont envahi cette banque, justement pour quelque part pour se venger pour ces massacres qui ont eu lieu 2 ans auparavant, mais également pour se faire entendre par le monde occidental, par la Russie. Mais on a vu les consuls et les ambassadeurs de ces grandes puissances se réunir pour finalement non pas protéger les Arméniens et les aider dans leurs revendications, mais c'était un peu du cinéma pour leur dire on vous évacue et puis on ferme le dossier. Comme Vincent Duclercq vient de le dire, personne n'était intéressé par une déstabilisation de cet empire ottoman. Oui, la prise de la banque ottomane, c'est moins un acte de vengeance qu'un acte d'alerte de l'opinion publique et des gouvernements qui avaient leurs intérêts, justement, dans cette banque ottomane. Et donc, effectivement, vous avez parlé de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, des États-Unis aussi, de la Russie. Et donc, tout ce que le monde comptait à ce moment-là de grandes puissances avait des intérêts dans l'Empire ottoman. Mais à côté de ça, en parallèle, il y avait des massacres qui étaient insoutenables. Donc, les Arméniens ont essayé, c'était un peu le moyen du désespoir, en fait, essayer d'alerter en touchant ce que les États ont de plus cher, c'est-à-dire l'argent, ont essayé d'alerter, en fait, les États et l'opinion publique. Après, l'histoire recommence tout le temps. Ce n'est qu'une question d'intérêt, ce n'est qu'une question de marché. Effectivement, l'Empire ottoman représentait un grand marché pour les Occidentaux qui, au-delà des relations personnelles qu'il pouvait y avoir entre certains dirigeants français et le sultan, surtout avait plutôt envie de profiter de cette manne de développement que représentait l'Empire ottoman. Et dans ce cadre précis, le curseur n'est pas toujours en faveur de la démocratie, il ne va pas toujours vers la démocratie et vers le respect des libertés. On le voit encore aujourd'hui, on l'a vu tout au long du XXe siècle, on le voit encore aujourd'hui, c'est très difficile. Et donc, effectivement, il y avait toute une campagne par la FRA, tâche d'action notamment, mais pas que, pour sensibiliser l'opinion publique, pour essayer de protéger les Arméniens dans l'Empire ottoman, et puis de montrer au sultan et au sultanat, en vérité, que les Arméniens ne se laisseraient pas faire, qu'ils étaient capables de mettre en place un processus de résistance. Justement, ça c'est à l'intérieur, mais à l'extérieur, les dirigeants de la FRA, qui étaient à Genève, qui étaient à Paris, le fondateur, ou un des fondateurs, Christophe Mikaelian, il a même rencontré Jean Jaurès. Pas que rencontré Jean Jaurès, c'était un ami de Jean Jaurès. Oui, c'est un ami de Jean Jaurès, et avec Jean Jaurès, ils ont mis en place ce mouvement arménophile à travers le mouvement pro-arménien, la revue pro-arménien, où de nombreux intellectuels français ont pris fait et cause pour la défense du peuple arménien. Il y a même et pour la cause Vincent Duclercq qui était dans d'autres combats avec Jean Jaurès, comme Clémenceau par exemple. Ils ont partagé d'autres combats et le combat arménien était également un point commun entre... Francis de Pressensé, Anatole France... Donc des illustres personnalités, Claire Quillard, des illustres personnalités en France qui ont été sensibilisées effectivement par les dirigeants de la FR Attache d'Action, et Christophe Mikaelian a joué un rôle important dans ce combat-là pour crier effectivement qu'il était, on se souvient du discours de Jean Jaurès à l'Assemblée nationale, il faut sauver les Arméniens. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle le 3 novembre, on sera de nouveau à l'Assemblée nationale. C'est la date anniversaire du discours de Jaurès. Justement, vous faites bien de le rappeler, parce que le 3 novembre, vous organisez à l'Assemblée nationale, salle Colbert, cette célébration du rôle de Jean Jaurès. Et donc, en fait, c'est un peu le retour, puisque avec Vincent Duclercq, nous sommes allés en Arménie dans le cadre d'une délégation conduite par Bruno Leroux.
pour célébrer Jaurès. Donc on a rencontré les plus hautes personnalités de l'État, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement, le Bureau mondial de la FR Tashnak Soutioun. Vincent a fait une très brillante conférence à l'UFAR, à l'Université française en Arménie, devant les étudiants, tous francophones et tous très captivés par cette histoire de Jaurès, qu'un historien français spécialiste venait leur raconter pour la première fois. Et donc nous sommes allés au Dzéjanagapest, au musée, et nous sommes convenus que le 3 novembre, donc à la date anniversaire du discours de Jaurès à l'Assemblée nationale, eh bien nous ferions une nouvelle conférence à l'Assemblée nationale où l'intervenant central sera évidemment Vincent Duclercq. Et c'est une très belle histoire, je pense qu'il faut la raconter aux générations qui pointent, parce que c'est l'histoire d'un engagement, parce que c'est l'histoire de la défense des plus défavorisés, parce que c'est l'histoire de la défense des peuples opprimés, parce que c'est l'expression de la justice. Et Jaurès, c'est l'exemple type de la grande voix. Et on a besoin de grandes voix. On manque de grandes voix aujourd'hui. Quand on voit que des peuples se font massacrer devant nous au XXIe siècle, alors que à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas de moyens médias assez forts, les moyens de communication étaient très très faibles. Aujourd'hui, on voit effectivement que des islamistes massacrent des populations en Irak, en Syrie, sans que le monde bouge vraiment, en réalité. Sans que le monde bouge vraiment. Et c'est un peu révoltant. Et on s'imagine les Arméniens, à la fin du XIXe siècle, paumés dans cet endroit de l'Anatolie, de l'Asie mineure, paumés, sans que personne ne lève le petit doigt. Et alors quand on a un Jean Jaurès qui, à l'Assemblée nationale française, centre un discours pour les Arméniens, ça fait chaud au cœur. Après, on peut parler de l'efficacité, mais l'important, c'est évidemment qu'on ait des hommes de justice. Alors, cette conférence, Jean Jaurès et les Arméniens à l'Assemblée nationale, aura lieu le 3 novembre, c'est un lundi, à 18h30, mais elle sera précédée par une cérémonie au Panthéon. Voilà, on va rendre hommage aussi à Jaurès, au Panthéon, à 16h. On a une délégation, on peut encore s'inscrire, et pour le Panthéon et pour la conférence. Et ça va être aussi là un moment très important, un moment de fraternité aussi, France-Arménie, parce que on a un capital historique commun et on a envie de le célébrer parce que c'est l'année Jaurès et parce que Jaurès le mérite et parce que Jaurès, au-delà d'être l'ami des Arméniens, c'est le défenseur universel de tous les opprimés et de tous ceux qui ont besoin de justice. Vincent Duclercq, Mourad Papazian l'a rappelé, ce fameux discours. Il y a eu plusieurs discours, plusieurs moments de Jean Jaurès par rapport à la souffrance des Arméniens, au massacre. Quels sont les moments forts? Parce que on le sait aujourd'hui, il y a des phrases clés qui ressortent, qui sont devenues très célèbres. Quels sont les moments forts de Jean Jaurès par rapport aux Arméniens? Alors, ce qui est intéressant avec Jean Jaurès, c'est que, comme vous le dites, ce n'est pas qu'un seul discours. Donc, il y a plusieurs discours. Alors, le plus connu, c'est celui du 3 novembre 1896. On va y revenir parce que c'est un discours qui frappe l'opinion. Personne ne s'attend à ce que Jaurès intervienne et il intervient. Mais il va continuer à intervenir le 22 février 1897 et également le 15 mars 1897, notamment en lien avec aussi les massacres des Crétois. Et là, sur les Crétois, c'est intéressant parce que l'Europe effectivement intervient et le sultan recule. Donc ça montre aussi que des interventions fermes, coordonnées, font reculer les génocidaires, font reculer les assassins. Donc je crois effectivement que c'est important à souligner. Par ailleurs, Jaurès, et là Mourad Papazian l'a bien rappelé, Jaurès agit pour effectivement construire ce parti arménophile. Il a des amis arméniens, des amis socialistes arméniens. Jaurès sera très important dans la construction du parti arménophile, qui sera effectivement quelque chose de très important pour la France particulièrement, avec la revue pro-arménien. Parce que là, justement, il ne s'agit pas que de discours au Parlement, il s'agit d'écrits, de lettres, d'articles. Il y a certains médias qui se mobilisent, pas seulement le journal pro-arménien, mais également, comme on le sait, Jean Jaurès était aussi journaliste. Quand il n'est pas, parce qu'il y a des
période creuse de son combat politique, et parfois il n'est pas parlementaire, donc il est dans le journalisme, donc il mobilise certains amis autour de cette question. Oui, alors en fait, je pense qu'il faut être précis sur la chronologie, c'est-à-dire que Pro Arménia, le parti arménophile, c'est les premières années du XXe siècle. Hein. Tout à fait. Et en fait, donc à cette période, il était tout le temps député. Oui, enfin, justement, en fait, non. Son combat pour l'affaire Dreyfus lui a fait perdre son siège de député. Donc c'est déjà aussi intéressant à souligner, hein, c'est que Jaurès prend des risques et qu'il y a effectivement des menaces réelles pour sa carrière politique, et il les assume. Donc ça aussi, je crois qu'il faut rappeler, et Mourad Papazian le disait bien, les hommes de justice, ceux qui portent haut la voix de la France, parfois effectivement en payent le prix, mais c'est l'honneur de ces combats que d'accepter ces risques et ces menaces et ces sacrifices. Donc Jaurès, pour l'affaire Dreyfus, donc en raison de son engagement dans l'affaire Dreyfus, en partie perd son siège de député en mai 1898. Et entre mai 1898 et 1902, il n'est pas député. Néanmoins, justement, ça aussi c'est très intéressant quand on fait de l'histoire politique, Jaurès va trouver d'autres moyens d'exister, notamment par le journalisme, tout à fait. Donc alors c'est pas encore la création de l'Humanité qui ne viendra qu'en 1904, mais Jaurès est très présent dans les journaux. Alors il est directeur politique de la Petite République, hein, et ce journal, La Petite République, va être vraiment le lieu d'expression de Jean Jaurès, avec la Dépêche de Toulouse. Dans la Dépêche de Toulouse, Jaurès publie un article par semaine, et du reste, plusieurs des articles de la Dépêche de Toulouse portent sur l'Arménie. Hein. Jaurès, quand il fait des discours, et c'est aussi intéressant en termes, je veux dire, de pratique politique, c'est repris. Voilà, c'est pas repris. Il commente son action, il va plus loin. Donc Jaurès a besoin de lieux pour s'exprimer, et donc son action pour les Arméniens, donc ça commence en 1896, même en 1895 très directement, puisque son premier article, c'est un article du 27 janvier 1895, hein, en Arménie, où, je veux dire, il raconte et il témoigne de ce qui se passe en Arménie, c'est-à-dire, je veux dire, ces massacres de haute intensité, hein, et il le fait sur la base des renseignements des diplomates, et sur aussi les publications anglaises, américaines, car Jaurès est très bien renseigné. Hein. Jaurès est donc un journaliste, vous l'avez bien dit, et un homme politique qui fonde son action sur l'information, sur la vérité. Donc Jaurès intervient à ce moment-là, je veux dire, ce combat pour les Arméniens va avoir effectivement donc une ampleur très forte au début du XXe siècle, parce que il est en fait inscrit dans le combat de Dreyfusard. Je veux dire, Mourad Papazian a rappelé ces grands noms, hein, Pierre Quillard, Georges Clémenceau, Francis de Pressensé, Anatole France, Victor Bérard, Jean Jaurès. Tous ces intellectuels vont passer, je veux dire, à l'engagement de Dreyfusard, et avec un lien très fort. Hein. Je veux dire, Charles Péguy dira clairement: nous n'avons pas réussi à sauver les Arméniens, nous sauverons Dreyfus. Et comme ils ont réussi à sauver Dreyfus, eh bien toutes ces forces accumulées dans le combat de Dreyfusard va servir ensuite pour revenir vers la solidarité pour les Arméniens ottomans, et ça explique la naissance du parti arménophile. Hein, donc il faut bien voir que l'engagement contre les grands massacres, c'est 1895, 96, 97. L'affaire Dreyfus commence à la fin de l'année 1897 avec les mêmes réseaux, avec au fond les mêmes préoccupations, hein, sauver, je veux dire, des personnes persécutées et des citoyens qui ont droit effectivement à l'existence et à la liberté. Et donc les combats sont liés, hein, incontestablement. Et à l'issue du combat de Dreyfusard, parce que finalement les réseaux se sont amplifiés et que ce combat a été victorieux, eh bien ces intellectuels se souviennent de leur premier engagement pour les Arméniens, et là développent toute une structure autour de Pro Arménia. Donc il y a une grande logique effectivement dans tout ça. Mais il y avait en même temps des opposants. Par exemple, si on prend Loti et des gens comme ça, les écrits aujourd'hui, quand on lit ce qu'ils ont pu écrire, c'est d'une méchanceté terrifiante à l'égard des Arméniens. Est-ce que on peut parler de lobbyisme pro-turc? Est-ce que quelle est la raison de cette expression anti-arménienne à cette époque parmi les opposants? Alors justement le lobbyisme pro-ottoman, il est surtout concentré, je veux dire, dans les sphères gouvernementales et économiques. Pierre Loti, certes, effectivement, est connu comme écrivain, mais
en face quand même de la mobilisation très forte des intellectuels en 1896, on peut considérer quand même que les intellectuels vont vers le soutien aux Arméniens, y compris des intellectuels classés donc à droite. Ça, c'est intéressant. Alors effectivement, ces intellectuels classés à droite ne seront pas Dreyfusards, mais ne seront pas non plus totalement anti-Dreyfusards. J'aurais parlé par exemple de Denis Cochin. Denis Cochin, c'est intéressant parce que c'est un député conservateur, catholique, et dans le fameux débat du 3 novembre 1896, donc qui sera commémoré, comme l'a rappelé Mourad Papazian, à cette cérémonie donc du 3 novembre prochain, eh bien, Jaurès intervient après Denis Cochin. Et Denis Cochin intervient de manière très très solennelle, plutôt comme défenseur des chrétiens par un député chrétien. Bon, c'est la logique. Et Jaurès, lui, prend un écart par rapport à cette position, en disant qu'il intervient pour refuser la persécution. Il intervient non pas parce que les Arméniens sont des chrétiens, mais il intervient parce que les Arméniens, en fait, sont un peu comme Dreyfus, comme il le dira, c'est-à-dire l'expression de l'humaine souffrance, de l'humanité souffrante. Donc il ne voit pas dans les Arméniens des chrétiens, il voit dans les Arméniens d'abord des persécutés, des citoyens à qui on empêche effectivement d'exercer leur liberté, des hommes et des femmes promis à la mort. Et pour lui, c'est intolérable. Et donc il intervient parce que, au fond, les Arméniens, d'une certaine manière, c'est l'équivalent du prolétariat. Et donc il demande au prolétariat français de s'engager pour les Arméniens, parce que ce sont ses frères et ses sœurs. Et Jaurès, de ce point de vue-là, rappelle et dit bien, et ça c'est aussi, on voit la force quand même donc analytique de Jaurès, il dit le prolétariat a une grande mission, c'est pas d'assurer le triomphe seul d'une classe sociale qui est le prolétariat, hein, donc bien que Jaurès, à mon avis, serait pas très favorable à la dictature du prolétariat telle qu'elle a été infligée effectivement par les bolcheviks. Parce que parfois, même il parle d'humanisme quand il dit, si on est des révolutionnaires, ça n'empêche pas qu'on porte l'humanisme en nous et qu'on puisse défendre. Par exemple, c'était aussi dans le cas de Dreyfus. C'est pas la haine de l'antisémitisme qui l'a poussé vers la défense de Dreyfus, mais c'est une sorte de démocratie et puis défendre un homme qui est dépouillé, qui est méprisé, qui est affaibli par la société tout entière et vient à la défense d'un faible. La lutte contre l'injustice. Oui, absolument. Et alors, il dit bien, alors c'est intéressant dans son discours, il dit, ça sera l'honneur du prolétariat que d'avoir défendu les Arméniens, alors même que l'Europe chrétienne abandonne des peuples chrétiens. Et nous, défenseurs du prolétariat, on vient à la défense des Arméniens massacrés parce qu'on croit dans la justice. Donc, c'est vrai que là, il donne beaucoup de souffle aussi au socialisme humaniste. Dans ce que vous expliquez, il y a quelque chose de très d'intéressant, Mourad Papazian, pour aujourd'hui, parce que l'histoire, on ne cesse de le dire, se répète, et quand on ne regarde pas l'histoire, il y a à peine un siècle en arrière, comment la France, quand on parle aujourd'hui de la défense des chrétiens d'Orient, c'est pas seulement parce que ce sont des chrétiens, mais en tout cas, cette solidarité manque entre l'Europe et ses minorités. Évidemment, on peut parler aujourd'hui des Yézidis également, et c'est presque inacceptable de fermer les yeux par rapport à l'histoire, parce que c'est cette histoire racontée par Vincent Duclercq qui devrait éveiller les sociétés d'aujourd'hui par rapport au combat d'aujourd'hui. C'est révoltant parce que les choses brûlent les yeux. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que dans cette région du monde, il y a des peuples qui sont massacrés. Je ne parle pas uniquement des chrétiens. Effectivement, les chrétiens d'Orient sont une minorité malmenée, etc. Mais je parle également des musulmans qui, en Syrie et en Irak, sont également massacrés, sont également victimes de cette guerre menée par les islamistes. Et les décisions qui ont été prises des décisions petit bras, effectivement, de la part des États-Unis, suivies un tout petit peu par la France, de lancer des bombardements aériens pour essayer de toucher des positions stratégiques de l'État islamique. Mais ce n'est pas ça, à la vérité. Lorsqu'on voit que la Turquie, qui est pourtant autorisée par son Parlement à intervenir depuis le 2 octobre en Syrie, n'intervient pas. Au contraire,
elle lance des bombardements et attaque les Kurdes qui sont sur place et qui sont pourtant les seuls relais des Occidentaux. En réalité, la demande de Bernard-Henri Lévy que la Turquie quitte l'OTAN est totalement légitime. L'OTAN est un espace de solidarité militaire qui réunit un certain nombre d'États. Et aujourd'hui, la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, n'est pas solidaire, effectivement, des décisions qui ont été prises par des pays majeurs de l'OTAN. Alors, Vincent Leclerc, est-ce qu'à l'époque, Jean Jaurès, on n'avait pas les médias qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'était une voix certainement qui portait, mais est-ce que la société, d'une manière entière, au niveau national, avait conscience de ces discours? Parce que je veux arriver à la question, qui sont les Jaurès d'aujourd'hui? Alors, peut-être oui. Alors, je dirais que peut-être si on revient un instant aujourd'hui, puis on ira vers Jaurès, parce qu'aujourd'hui c'est important aussi de considérer quand même que, et là je serais pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Mourad, je pense quand même que il y a des mobilisations en faveur des Yézidis, en faveur aujourd'hui des Kurdes syriens et des Kurdes irakiens. Par exemple, il faut quand même rappeler que face au génocide des Arméniens, il n'y a eu aucune opération militaire. Il y a eu le sauvetage. On était en 1915. Oui, non mais c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi, Vincent. J'étais peut-être un peu radical dans mon jugement, mais on était en 1915. C'est-à-dire au moment où il n'y avait pas de moyens de communication très faibles. Là, ça se passe devant nos yeux, toutes les chaînes d'information, les moyens militaires existaient moins avant qu'aujourd'hui. Ouais, mais par exemple, si on prend le sauvetage là des 4000 combattants du Moussada par la flotte française était présente, la française aurait pu bien davantage intervenir, notamment en Cilicie, pour empêcher certains actes du génocide. Donc là, je trouve que malgré tout, le fait que c'est vrai que c'est aujourd'hui le problème en fait des démocraties, c'est que pour engager des soldats qui peuvent mourir, et donc il y a un choc terrible aujourd'hui, je veux dire, on n'accepte plus la mort des soldats. Ça c'est vrai, il faut le considérer. Et pour les États-Unis, le traumatisme de voir arriver des cercueils, c'est effectivement quelque chose qui quand même limite la capacité des démocraties à intervenir. Mais je veux dire, c'est vrai que les frappes aériennes américaines, elles sont relativement elles ont une certaine une capacité opérationnelle, notamment parce qu'elles sont guidées sur place par les combattants kurdes, et on a pu constater quand même que ces frappes n'ont pas fait reculer les islamistes, mais ont quand même stabilisé le front. Alors, effectivement, il faut que ces frappes soient plus efficaces encore, mais il y a quand même malgré tout, je trouve effectivement de la part des États-Unis et un peu de la France qui n'est pas encore intervenu en Syrie, effectivement quand même une action. On souhaiterait qu'elle soit beaucoup plus forte, mais il y a quand même une certaine action. C'est vrai que à l'époque de Jaurès, il n'y a aucune action. Or, il suffirait, je veux dire, de faire intervenir la flotte française, qui est très puissante en Méditerranée, pour arrêter les massacres. Je vous prends l'exemple de 1909, le massacre d'Annada. Alors, massacre d'Annada, on sait aussi que c'est un massacre, effectivement, qui est un peu compliqué pour Jaurès, parce que c'est un massacre perpétré par les jeunes Turcs, et Jaurès voit dans les jeunes Turcs, voilà. On va parler de cette période. Mais bon, on reparlera, évidemment. Mais pour ce qui est du massacre d'Adana, il y a une flotte française, je veux dire, dans le golfe d'Adana, et qui assiste, qui est témoin en fait de ces terribles massacres. Cette flotte, je veux dire, il suffirait de mettre à flot quelques chaloupes avec des soldats français pour repousser, je veux dire, les assaillants qui sont effectivement des massacreurs, je veux dire, de civils, mais qui n'ont aucune véritable compétence militaire. Donc là aussi, c'est effectivement absolument terrifiant de voir que l'Europe avait les moyens en 1896 ou en 1909 d'intervenir militairement et n'a rien fait. Alors, justement, face à cette situation où l'Europe peut faire des choses, là on parle des discours, on est au niveau de ce que Jaurès a pu faire à l'époque. Moi je reviens à ma question, qui aujourd'hui est dans la continuité en France des Jaurès,
quels sont ces cercles qui, au-delà des intérêts de l'État français, sont prêts? Je ne parle pas que des intellectuels, je parle surtout des politiques, parce que pour le politique, il est plus difficile de mettre de côté les intérêts de l'État, parce que c'est dans leur vocation de défendre les intérêts de l'État, mais en même temps de prononcer ces grands discours et d'aller à la défense de l'humanité ici et là. Alors, bon, c'est vrai que au fond, hein, les pays, les grandes nations, les petites nations ont les hommes politiques qu'elles méritent, je dirais. Hein. C'est-à-dire, si on regrette peut-être qu'il n'y ait plus de Jaurès, il faut que davantage de jeunes s'engagent, que la politique aussi s'ouvre bien davantage aux minorités, à ceux peut-être qui veulent faire davantage changer les choses ou qui ont connu la difficulté. La reproduction sociale des élites politiques, c'est vrai qu'elle est assez forte en France, elle n'est pas très acceptable. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi un appel, notamment à la jeunesse, de s'engager davantage, et un appel aux partis politiques et au Parti socialiste, hein, de changer aussi la manière dont effectivement ces nouveaux militants peuvent accéder à des postes de responsabilité. Donc, mais moi, ce que je voudrais retenir de l'action de Jean Jaurès, hein, et de cette histoire effectivement qui est une histoire courageuse, une histoire héroïque, une histoire où effectivement face à un complot du silence, face, je veux dire, à cette extermination perpétrée donc par ces régiments à milliers, donc extrêmement cruels sur des populations civiles. Enfin bon, ce que raconte Jaurès en 1999 à la suite de Denis Cochin, c'est terrible, c'est terrifiant. Je veux dire, on est effectivement là déjà dans des pratiques génocidaires. Eh bien, je crois que face à tout ça, le rôle qui est le nôtre, hein, qui est le mien en particulier, d'historien en particulier, eh bien, c'est de permettre, je veux dire, au milieu politique d'être informé. Donc on le fait à travers nos études, nos livres, nos articles, et l'information de l'opinion publique et des hommes politiques, elle est essentielle. Et c'est par ce travail d'information, je crois, que on obtient des résultats. On mène effectivement des hommes politiques à davantage s'engager. C'est vrai que voilà, le centenaire de la mort de Jaurès cette année a contribué aussi à ce que, avant même 2015, on reparle, je veux dire, de la situation des Arméniens, des processus génocidaires en œuvre. Et je crois que ça témoigne effectivement de l'engagement particulièrement de l'AFRA et je veux dire des représentants arméniens et des parlementaires donc qui souhaitent, je veux dire, défendre la place des Arméniens, de l'Arménie en France et dans le monde. Donc, je veux dire, là, il y a eu des changements. Je veux dire, au début de l'année 2014, on ne s'attendait pas effectivement à ce que déjà, effectivement, la question arménienne, enfin la question notamment de la reconnaissance du génocide des Arméniens, reconnaissance universelle et nécessaire, eh bien, soit présente dès maintenant. Et donc, ça effectivement anticipe sur 2015. 2015 sera une grande année, une année, je veux dire, de mémoire, d'histoire, et là il y a une anticipation qui donc permet d'envisager je veux dire, des vrais résultats en 2015, et cette anticipation, elle se fait sur la base de la connaissance, de la diffusion de la connaissance, et les hommes politiques ne pourront pas dire on ne savait pas. Je veux dire, les hommes politiques sont en face effectivement de l'information, comme Jaurès était allé chercher l'information et l'avait transmise à ses collègues députés. Le travail de transmission, ce que vous assurez du reste à travers votre radio, eh bien, et beaucoup d'autres choses, est essentiel pour faire bouger les hommes politiques. Moi, je pense que les hommes politiques, en face de l'information, c'est vrai, effectivement, peuvent se révéler dans leur volonté, leur courage, leur désintéressement, et c'est pour ça aussi que le travail des journalistes est tellement essentiel. Et je crois qu'il faut souligner aussi, je veux dire, le sacrifice consenti par les journalistes, le tribut payé par les journalistes au Moyen-Orient est très lourd, et à la fois dans les combats, mais aussi dans les prises d'otages, dans les décapitations par l'État islamique. Tout ça, effectivement, doit nous rappeler que cette information amène ensuite l'action, l'engagement.
Alors, Mohamed Papazian, on sait que Jean Jaurès était un pacifiste. Il a même œuvré pour que la Première Guerre mondiale n'ait pas lieu. Il a tout fait pour, mais finalement, il a été assassiné il y a 100 ans, tout juste, pour ses idées. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que en 1915, si Jaurès était toujours vivant, il aurait certainement défendu les Arméniens face au génocide, mais la problématique, c'est que Jaurès, comme le disait Vincent Declercq tout à l'heure, avec l'arrivée des jeunes Turcs, c'était aussi beaucoup le cas parmi les Arméniens, on avait espoir qu'avec les jeunes Turcs, on allait se débarrasser du régime totalitaire du sultan, mais sans penser qu'on allait foncer vers quelque chose de plus dramatique. Jaurès avait été dans cette ambiguïté également. Qu'est-ce qu'on peut, non pas supposer de ce qu'il allait faire, mais en tout cas dans la lignée de ses idées, de ses réflexions? Il y avait un espoir parce que une partie des jeunes Turcs représentait l'idéal de progrès pour l'Empire ottoman, et donc il est vrai que face à la barbarie du sultan et face au régime autocratique du sultan, une alternative qui pouvait poindre à l'horizon représentée par des progressistes était séduisante à ce moment-là. Les gens qui pour beaucoup étaient en Europe, en France, en Allemagne. Bien sûr, donc avaient été éduqués, étaient dans les mouvements plutôt progressistes, etc. Donc ça représentait une espèce de lueur d'espoir pour un nouvel empire ottoman, et donc pour un nouveau respect des minorités, pour un avenir encore meilleur pour les peuples. Un peu comme avec l'AKP depuis 10 ans. C'est un peu différent parce que l'AKP est un mouvement religieux aussi, un mouvement politique religieux. Or le mouvement des jeunes Turcs n'était pas un mouvement religieux, au contraire. C'était un mouvement plutôt qui était porté vers le progrès. Et puis il y a eu dans ce mouvement-là des personnalités qui ont pris le pouvoir, qui s'inscrivaient pas dans cet idéal de progrès. Donc à un moment donné, ça a pu représenter un espoir, et puis l'espoir a vite été déchanté. Mais Jaurès, lui, était comme on a dit, un humaniste, un pacifiste, quelqu'un qui recherchait à tout prix la paix et les réconciliations, et donc se serait rendu compte lui-même, en réalité, que le mouvement jeune turc avait été dévoyé au moment du génocide. Et en 1912, Vincent Declercq, il avait toujours un petit espoir sur ces nouvelles élites turques. Malgré Adana. Et c'est là qu'il y a un point noir on va dire, dans la chronologie de sa réflexion et de ses actions, parce que même dans un discours d'une conférence organisée par la FRH Nakutun, salle Wagram ou avenue Wagram en 1912, il venait dire face aux Arméniens que on ne peut pas tout faire pour vous, et c'était une sorte de déception vécue par les Arméniens ce jour-là, parce que les Turcs étaient en train de changer. Donc tout le monde était presque séduit par cette démarche des jeunes Turcs, même Jaurès, jusqu'à un certain point, évidemment. Alors, oui, Mourad Papazian l'a bien rappelé. Les jeunes Turcs, c'est vrai, c'est d'abord une révolution libérale dans l'Empire ottoman. C'est la fin de l'autocratie sanglante du sultan Abdülhamid II. C'est effectivement quand même beaucoup d'intellectuels proches de ces intellectuels progressistes français. C'est aussi le soutien que les Arméniens au départ effectivement accordent aux jeunes Turcs. Là il y a un grand espoir. Donc il y a un grand espoir à l'intérieur de l'Empire ottoman, et puis aussi pour Jaurès il y a un grand espoir de voir que l'impérialisme européen produisant la guerre va s'arrêter avec le régime jeune turc, parce que le régime jeune turc va en fait reprendre pied dans l'Empire ottoman, réformer l'Empire ottoman, le libéraliser, et donc empêcher que les puissances européennes se saisissent de l'Empire ottoman. Car Jaurès était très préoccupé par la contagion des conflits coloniaux et la manière dont les puissances européennes allaient se saisir de l'Empire ottoman, comme l'Italie se saisissant de la Tripolitaine, par exemple, en 1912. Et en fait, pour Jaurès, il faut absolument arrêter cette contagion qu'il voit ensuite dans les Balkans, par exemple. Donc le régime jeune turc,
c'est effectivement un régime de progrès intérieur et extérieur. Donc Jaurès effectivement se dit, voilà, il y a une chance historique et il faut surtout pas la perdre. Je veux dire, condamner le régime jeune turc pour les massacres d'Adana, ça serait empêcher peut-être voilà ce grand dessein qui peut changer la face de l'Europe et du monde. Donc là, Jaurès fait des choix, disons effectivement de géopoliticien, et parce qu'il estime que peut-être il y aura plus de vies préservées ensuite et qu'on évitera la guerre générale. Jaurès sait que la guerre générale sera terrible pour les faibles, pour le prolétariat, et donc il a eu raison de ce point de vue-là. Néanmoins, et ça je crois qu'il faut le souligner de manière très importante, Jaurès n'empêche pas le débat au sein des socialistes ni au sein de l'humanité. C'est-à-dire que Jaurès laisse au fond le débat se faire, et du reste Alvagram, voilà, il s'explique quand même. Donc c'est pas Gabriel Hanotaux qui refuse que l'on parle. Non, Jaurès accepte que l'on parle, mais lui donc a une position aussi, voilà, liée à sa place dans l'internationale ouvrière, socialiste, mais dans l'humanité, Jean Longuet, par exemple, qui est un des très proches de Jaurès, ou Francis de Pressensé, qui est le patron de la section internationale de l'humanité, multiplie les articles pour dénoncer les massacres d'Adana. Donc, on peut dire que les socialistes soient silencieux sur les massacres d'Adana. Alors, la question, c'est qu'aurait fait Jaurès en 1915. Je pense que c'est une question qui est derrière votre question d'une certaine manière. Alors c'est certain que la politique fiction c'est toujours compliqué. En même temps, je crois qu'il faut assumer aussi la réflexion sur ce qu'aurait fait Jaurès en 1915. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que Jaurès avait théorisé en fait la notion de guerre juste. Jaurès en fait n'était pas un pacifiste intégral. Jaurès acceptait la guerre sous certaines conditions, et surtout il refusait les guerres de conquête, les guerres de prédation, les guerres coloniales, les guerres qui pouvaient se produire lorsqu'une puissance dominante attaquait une puissance dominée. Mais par exemple, Jaurès avait considéré qu'il y avait une certaine légitimité à ce que la Prusse attaque la France en 1970, parce que la France empêchait l'unité allemande qui était nécessaire. Donc Jaurès aurait certainement déjà, en 1914, accepté la défense nationale et la guerre que la France allait mener contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne attaquait la France, l'Allemagne avait déclaré la France à la guerre, l'Allemagne entrait en France, et que pour Jaurès, et il l'a écrit dans l'Armée Nouvelle, il y a légitimité de se défendre. Alors face au génocide des Arméniens, qu'aurait fait effectivement Jaurès ? Déjà, il faut savoir que ses proches s'alarment de ce qui se passe dans l'Empire ottoman très tôt, très tôt, dès les premières semaines de 1915. On sait que le génocide ne commence pas seulement le 24 avril, même si c'est la date effectivement la plus marquante. Donc très tôt ils s'alarment, ils sont bien informés, ils sont informés aussi par les médias américains, qui sont considérés comme plus objectifs parce que les États-Unis à l'époque ne sont pas encore entrés en guerre, donc il y a une espèce de neutralité, comme les Suisses aussi. Donc c'est vrai que les informations en provenance de journalistes américains sont censées être meilleures parce que n'ont pas entaché du soupçon de vouloir salir un belligérant en le suspectant de crimes contre l'humanité. C'est la déclaration du 24 mai 1915. Mais effectivement, les amis de Jaurès sont très très mobilisés. Jean Longuet particulièrement, Francis de Pressensé est mort au début de l'année 1914. Et Marcel Cachin qui demande à ce que la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés se saisisse de ce qui arrive aux Arméniens. Alors et là, je pense qu'on peut effectivement réfléchir sur la manière dont Jaurès aurait pu effectivement demander une intervention militaire dans cette réflexion sur les guerres justes. Les guerres justes, l'outil militaire, Jaurès est passionné par l'outil militaire. Du reste, vous savez, dans l'Armée Nouvelle, il imagine une nouvelle
armée. C'est très intéressant. Et le général de Gaulle rendra hommage à Jean Jaurès pour sa manière de réfléchir à l'outil militaire. L'outil militaire, ça peut être un outil d'intervention et de protection des civils. On peut tout à fait l'envisager. Et comme je l'ai dit, la flotte française était très présente en Méditerranée. Les routes de déportation allaient vers la Syrie et le Liban. La France ensuite était très intéressée par se saisir de ces provinces arabes de l'Empire ottoman dans le cadre des accords de 1916 Picot. Donc tout ça effectivement montre que il y avait un outil militaire, notamment la flotte française très présente dans la Méditerranée orientale. Je veux dire, protéger des civils en utilisant la force, c'était quelque chose que Jaurès aurait pu tout à fait admettre. Alors, à l'attention de nos auditeurs qui souhaitent poser des questions à nos intervenants et profiter de la présence de Vincent Duclerc ici, vous pouvez nous appeler au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74. Nous avons 20 minutes devant nous pour profiter de ce moment sur Jaurès, mais également sur l'histoire d'une manière générale de cette période. Alors, il est très important aussi pour nous de connaître Jaurès en tant qu'homme politique, écrivain, journaliste, philosophe, puisqu'il était agrégé de philosophie, il était maître de conférences, il était professeur de philosophie avant de faire cette carrière qui est venue un peu par hasard parce que au départ il a voulu défendre un peu les ouvriers parce qu'il y avait une histoire de classe, il y avait un propriétaire de mine ou d'usine de verrerie, je crois, qui voulait chasser un maire ouvrier, un maire élu, ouvrier, mais parce qu'il ne pouvait assumer sa présence quotidienne au travail parce qu'il était élu. Donc les capitalistes, pour ainsi dire, comme c'était le thème de leur combat, faisaient barrage à la possibilité pour ces ouvriers de monter dans la hiérarchie sociale et d'assumer des responsabilités donc publiques. Et de là, un grand combat a commencé avant de parler du combat qu'il a mené pour Dreyfus. Et là encore, il y a deux visage de Jean Jaurès, le pourquoi de la défense de Dreyfus. Mais commençons par la lutte ouvrière, parce que ce qu'il faut dire également, c'est que Jean Jaurès n'est pas un socialiste né, il vient de la bourgeoisie, il était dans les rangs du parti républicain quand il est devenu député la première fois. Il était parmi les opportunistes. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que c'est un terme qui est assez agressif aujourd'hui. Comment cette lutte a commencé chez Jean Jaurès aux côtés des ouvriers ? Jaurès, et donc tout ce que vous avez dit est très juste. Bon, Jaurès est élu plus jeune député de France, à 26 ans, député républicain, donc sur une liste déjà assez progressiste, donc les républicains du Tarn. Bon, c'est vrai que Jaurès vient d'une famille de la bourgeoisie. Bon, en même temps, ses parents sont peu fortunés. Jaurès a un côté aussi un peu paysan, et du reste, il a toujours revendiqué et aimé ses origines paysannes. Jaurès adore, comme adolescent, être dans la maison familiale, la petite propriété de la Fédiale, près de Castres et tout. Donc, la famille ne roule vraiment pas sur l'or. Le père de Jaurès meurt assez rapidement. Donc, c'est quand même... bon, Jaurès ne connaît pas la misère, mais il a eu quand même un joli cadeau de mariage. Oui, alors effectivement, après, alors il a un joli cadeau de mariage, oui, mais c'est parce que aussi Jaurès s'est fait lui-même grâce à l'école, à promotion par l'école, puisque c'est un brillant élève, donc il est repéré par un inspecteur général qui donc lui permet d'aller faire ses classes préparatoires à Paris. Il entre à la rue d'Ulm, à l'école normale supérieure. Là, effectivement, dans la foulée, il réussit la relégation de philosophie. Bon, derrière Henri Bergson, ce qui sera donc toujours une petite blessure d'orgueil pour Jaurès, mais c'est pas très grave. Et surtout qu'après il va continuer à dialoguer beaucoup avec Bergson, et il fait ses thèses de philosophie. Et c'est aussi par son mérite intellectuel qu'il épouse donc sa femme qui appartient à
la bourgeoisie d'Albi. Mais Jaurès aussi aurait préféré épouser une autre jeune fille, mais à l'époque, les parents de la jeune fille considéraient que Jaurès n'était pas assez bien pour leur fille. Il était quand même universitaire, maître de conférence, comme on l'avait dit, pas titulaire, mais disons faisant fonction de maître de conférence à Toulouse. Et alors donc c'est quand il est à Toulouse où il est maire adjoint de Toulouse, il a perdu son siège de député républicain, il n'est pas encore socialiste, mais c'est vrai que la question sociale l'intéresse énormément. Et puis aussi la manière dont, au fond, ce qu'on peut faire en politique, on peut agir en politique, ça incontestablement. Et il est à Toulouse, il est maire adjoint, chargé de la culture, l'enseignement, les travaux publics. Donc c'est un Jaurès bâtisseur, un Jaurès très actif dans tous les domaines. Et qui aussi se rend compte que voilà, la question sociale est une réalité, que la misère sociale, donc on peut effectivement lutter contre elle par une série de moyens, que l'État a des moyens pour aussi agir, et c'est pas uniquement l'État central, c'est aussi justement le travail dans les municipalités, ce qu'il fait. Et Jaurès, donc à Toulouse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'il a été député, il a perdu donc son mandat. Oui. Il n'a pas été réélu une deuxième fois. On parle de la première période de sa carrière politique. Là, il est devenu maire adjoint, il est devenu élu municipal. Il est passé par toutes ces étapes pour comprendre la société d'en bas. Voilà. Non pas venir député d'un seul coup, parce que 26 ans à être député, c'est qu'on n'a rien vu en bas. Alors en même temps, Jaurès, c'est pas un Parisien qui arrive. Non, Jaurès a vu quand même ce qu'était la société. Parce que il est du Tarn. Le Tarn, c'est cette petite ville, cette ville assez florissante de Castres, c'est vrai, mais avec au fond ces lieux ruraux où il vit. Il y a Groslay, il y a Carmaux, qui sont des villes ouvrières où là sévit une grande précarité sociale, et donc il a cette bonne connaissance. Et il faut dire aussi que Jaurès, quand il est élu député républicain, c'est donc une élection sur liste. Donc Jaurès, en fait, n'est pas député d'une circonscription. En fait, il y a 8 députés, 7 députés républicains élus sur le département, et donc chaque député est élu du département. Alors, il y a des députés plus malins qui effectivement se disent si jamais on repasse à une élection sur circonscription, il vaut mieux que je me fasse ma petite circonscription, et donc ils ont tendance à se mettre plutôt dans un lieu. Jaurès, lui, très honnêtement, il a été le député de tout le Tarn, et dans le Tarn, comme je l'ai dit, il y a ces 2 villes ouvrières de Groslay et de Carmaux. Et donc, quand Jaurès est à Toulouse, et Toulouse-Castres, Toulouse-le Tarn, c'est pas loin, Jaurès réfléchit au fond à cette question sociale qui l'a aussi amené à critiquer et même se séparer des opportunistes, c'est-à-dire des gens de Jules Ferry, les hommes de Jules Ferry. Quand on dit les opportunistes, c'est au fond des hommes politiques républicains qui estime que il faut être pragmatique, il faut accepter certaines alliances, tout ça, dont le terme opportuniste. Mais le terme opportuniste, là, faut pas le voir dans un sens péjoratif, dans un sens plutôt de pratique politique, d'efficacité. C'est les pragmatiques, on va dire. Et Jaurès, donc, au fond, rompt avec Jules Ferry, non pas à cause de la question coloniale. Là, Jaurès est à cette époque favorable à la colonisation, mais rompt sur la question sociale, puisque les opportunistes estiment qu'il n'y a pas de question sociale, que le progrès de la République, va résoudre toutes ces questions. Alors que jaillit cette manifestation, cette protestation ouvrière, et dont il va être un des plus importants défenseurs. Oui, parce que la misère ouvrière est le fait. Alors justement, Jaurès s'intéresse à Carmaux parce qu'à Carmaux, il se passe quelque chose que vous avez donc rappelé, c'est donc ces mines de Carmaux, mines importantes, avec toute une industrie autour, et donc il se trouve que le nouveau maire de Carmaux est un mineur, Calvignac. Et donc la direction des mines refuse à Calvignac d'aménager ses horaires pour qu'il puisse exercer son mandat de maire. Donc là, on voit très clairement, et ça c'est l'analyse de Jaurès, c'est de dire la situation sociale finalement exclut politiquement, exclut civiquement les personnes. Donc déjà, la situation sociale
déprimées, qui sont celles du prolétariat, des classes ouvrières et paysannes, empêchent déjà de vous projeter dans un horizon, de projeter dans l'avenir. Vous avez évidemment aucune possibilité donc d'évolution. Mais en plus, vous arrivez, mais vous n'êtes pas citoyen, alors que les républicains font de dire leur doctrine sur la citoyenneté. Donc là, effectivement, pour Jaurès, il y a un double scandale. Surtout que même le président Carnot à l'époque, il envoie des soldats, 1500 soldats, pour défendre un peu le capitalisme. Oui. Et alors effectivement, il faut bien voir aussi que Paris, certes, effectivement, est une ville républicaine, même si l'extrême gauche a été complètement purgée à la suite de la répression de la Commune. Mais dans certaines régions, il y a une alliance extrêmement étroite entre le préfet et donc qui a la mainmise sur tous les moyens d'ordre, et puis les milieux économiques et financiers, et que cet ensemble se fait au détriment donc de l'expression civique, de la citoyenneté, et aussi de la possibilité de mener effectivement des grèves qui sont donc le syndicalisme a quand même été reconnu en France par une loi, c'est la loi prise par un gambétiste, Waldeck-Rousseau. Donc il y a quand même des protections et des possibilités accordées donc à l'action ouvrière qui est piétinée par ces alliances très conservatrices que Jaurès découvre dans le Tarn et à Carmaux. Voilà. Surtout, il dénonce cette pratique quand les grands capitalistes financent, envoient des fonds auprès de la police, par exemple, la police qui envoie des provocateurs dans ces milieux-là. Donc il découvre tout ça, et au Parlement, il dénonce tout ça ouvertement, alors que c'était pas très toléré par la classe politique de l'époque d'en parler. Tout à fait, c'est-à-dire que alors à l'époque, donc quand Jaurès de Toulouse commence à s'intéresser à Carmaux à la suite de ce scandale de démocratie, c'est-à-dire la manière dont Calvignac en plus est menacé, puis passe en jugement, là Jaurès se fait le défenseur des ouvriers de Carmaux qui sont entrés, des mineurs de Carmaux qui sont entrés en grève. Donc, et ça c'est important parce que même si Jaurès n'est pas à l'époque très connu, le fait comme ça que au fond cette personnalité, ce plus jeune député de France, maire adjoint de Toulouse, vienne donc à Carmaux défendre les ouvriers. Alors c'est vrai, ça peut créer des jalousies parce que les défenseurs traditionnels des ouvriers, les syndicalistes peuvent se dire c'est un truc, mais en même temps dire là la solidarité s'exprime comme elle va s'exprimer quand Jaurès défend les Arméniens. C'est la même chose. Et Jaurès, là, mène un combat aussi extrêmement puissant, courageux, puisque non seulement il défend les mineurs, mais en plus, il va dire, dans ces cas-là, je vais être leur représentant au Parlement, je vais être leur député. Et il se trouve que le député conservateur finit par jeter l'éponge pour des tas de raisons, et là, Jaurès emporte une élection partielle début 1893, il gagne alors que la situation est très défavorable pour lui, puisqu'effectivement, vous l'avez bien dit, les forces de l'ordre, le milieu social, tout concourt pour empêcher même qu'il y ait une vraie campagne électorale. Et Jaurès emporte l'élection à une élection partielle qui est confirmée ensuite. Et donc c'est là où Jaurès fait son retour au Parlement comme député socialiste, et il va porter effectivement très fort la voix des opprimés. Voilà, justement, parlons de cette affaire Dreyfus qui était le scandale du siècle, on peut le dire. Et là, c'est un officier juif qui est condamné, alors considéré par Jean Jaurès comme responsable de ces actes au début. Donc il pensait vraiment que cette condamnation était juste, je dirais même pas assez forte concernant Dreyfus, mais c'est par la suite qu'il change d'avis et il devient le défenseur le plus emblématique de ce capitaine juif. Dreyfus. Alors, en fait, pour Jaurès, les choses sont compliquées. Comme on l'a dit, donc, il est député socialiste en 1893. La condamnation de Dreyfus, c'est 1894, décembre 1894. Là, Jaurès, il est dans son rôle de socialiste en disant, écoutez, voilà, moi je constate qu'un officier riche,
et juif, parce qu'il voit aussi l'action des lobbies juifs. Jaurès a une période antisémite, on l'a bien rappelé dans notre biographie avec Gilles Fondard. Eh bien, Jaurès, en 1894, dit voilà, moi je m'étonne qu'un officier juif soutenu par ces lobbies donc échappe à la peine de mort, tandis qu'un simple soldat qui va faire un acte de rébellion à la hiérarchie peut être fusillé sur le champ après une parodie de justice militaire. Donc là, pour lui, c'est l'injustice, c'est l'inégalité la plus parfaite. Et il dit, alors il ne demande pas la peine de mort pour Dreyfus, il demande à ce que les simples soldats, que les ouvriers dans les casernes aient le même traitement de bienveillance que celui de Dreyfus. Alors, il va découvrir ensuite que le traitement de bienveillance, c'est pas du tout ça. C'est quand même la dégradation d'une cérémonie terrible pour Dreyfus et pour n'importe quel officier innocent. Et puis après la déportation du diable, qui est la guillotine sèche, c'est-à-dire un endroit où on finit par mourir. Donc là, effectivement, Jaurès se rend compte donc de plusieurs choses. D'abord, il se libère de l'antisémitisme. C'est vrai que l'antisémitisme des milieux ouvriers, il était réel. Jaurès comprend que, au fond, c'est une sorte d'opium des peuples qui empêche le prolétariat de comprendre véritablement les enjeux qui sont les siens. Jaurès aussi fonde son engagement donc à partir de 1897 grâce à des intellectuels et notamment certains qu'il a rencontrés dans le combat pour les Arméniens. Jaurès fonde son action sur l'information, sur la vérité, c'est-à-dire que Jaurès ne peut pas admettre que l'on condamne un homme donc sur la base de mensonges, de manipulations, de faux documents. La vérité prime pour Jaurès et la vérité permet d'aller vers la justice. Donc là, c'est vraiment un travail. Mais alors Jaurès doit aussi, il faut dire, il était en quelque sorte poussé par une jeunesse pour aller défendre Dreyfus. Alors, ça compte aussi dans l'esprit de l'homme politique. Oui, alors il était poussé par des jeunes comme Charles Péguy, par exemple, c'est vrai, qui aussi a été très jeune un défenseur des Arméniens. Mais pour Jaurès, c'est quand même très très compliqué parce que il se met au banc des socialistes. Les socialistes ont tout intérêt à considérer Dreyfus comme un ennemi de classe, puisque c'est un officier. Justement, les officiers sont ceux qui arrivent sur les champs de grève pour réprimer les grévistes. Il est riche et il est juif. Donc c'est un ennemi de classe. Et pourquoi est-ce que les socialistes doivent défendre un ennemi de classe Au contraire, les socialistes pourraient se féliciter de ce que la bourgeoisie dévore et accélère peut-être dans ces cas-là l'avènement du socialisme. Et Jaurès dit non, les socialistes ont des responsabilités en face de la vérité. Dreyfus n'est plus un bourgeois. Sa déportation là donc lui a retiré ses attributs de classe. Il le dit très clairement. Et donc, comme vous l'avez rappelé aussi, le socialisme ne peut pas se réfugier dans l'insensibilité, dans le refus de la pitié. Donc le socialisme est humain et défend l'ensemble de l'humanité et Jaurès considère que les socialistes ont un devoir de défense de la République, car à travers donc l'acharnement contre Dreyfus, il y a une menace fondamentale sur les libertés démocratiques en France. Et donc Jaurès dira, comme il dira pour les Arméniens, et comme il dira à d'autres occasions, que il y a un honneur du prolétariat que d'embrasser des causes universelles, celle des Arméniens ou celle de la défense du capitaine Dreyfus. C'est justement l'idée le point qui différencie Jean Jaurès d'autres camarades de l'époque qui voient justement, comme vous venez de le dire, que ce n'est pas qu'une lutte de classe, c'est aussi l'homme dépouillé, affaibli, méprisé par toute la société qui mérite toute défense. Alors moi je voudrais qu'on parle de Jean Jaurès à la racine du Parti socialiste français, parce que le socialisme français est assez multiple, si on peut le dire, à la fin du 19e siècle. Comment s'est forgé ce parti et quel a été le rôle de Jean Jaurès ? Bon, Jean Jaurès, là, pour la création du Parti socialiste unifié de 1905, qui va représenter, c'est vrai, un moment important de l'histoire politique de la France et de l'Europe. Jean Jaurès, pour la formation de ce Parti unifié, va accepter quand même de renoncer à un certain nombre de ses idéaux, disons, de progrès démocratique pour accepter donc la doctrine marxiste, peut-être la plus
rigoureuse, qui est celle des guédistes et en partie aussi des amis d'Édouard Vaillant. Mais pour Jaurès, voilà, le fait d'organiser un parti social unifié va donner une grande puissance au socialisme, et donc il accepte ses sacrifices, quoi. Et moi je terminerai peut-être sur ce point-là. Jaurès continuera quand même d'autres combats. C'est pas uniquement des combats socialistes. Jaurès va mener des combats aussi intellectuels. Est-ce que la séparation de l'Église, de l'État, est un combat socialiste? Bah non, justement, ça fait partie de ces combats que Jaurès décide de mener, comme un peu peut-être pour compenser les sacrifices doctrinaires qu'il a dû consentir pour la création du Parti socialiste unifié, quoi. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est assez important puisque c'est un journal qui existe, l'Humanité. Il a été le fondateur. Est-ce qu'on parle de même journal? L'Humanité, oui, alors déjà en 1904. Titre, oui, le titre L'Humanité, oui, c'était un titre qui disait bien aussi le projet de Jean Jaurès, qui était de dire que voilà, que les socialistes travaillent pour l'humanité et n'excluent personne. Je crois que c'est important à relever. Et donc l'Humanité, lors de la division des socialistes au Congrès de Tours après la Première Guerre mondiale, entre les communistes qui vont suivre donc la voie bolchevique et puis les socialistes qui restent fidèles à la démocratie parlementaire, eh bien l'Humanité ira ira chez les communistes. Mais on a bien vu là, pour le centenaire de la mort de Jean Jaurès, combien l'actuelle direction de l'Humanité est très jaurésienne, et donc l'Humanité a fait beaucoup pour une bonne connaissance de Jean Jaurès cette année. Il y a eu un grand numéro spécial, il y a eu beaucoup de choses. Donc là, effectivement, il faut souligner l'héritage jaurésien dans l'Humanité d'aujourd'hui. Alors on l'a vu, même le président de la République a célébré, mis en valeur donc le rôle et l'héritage de Jean Jaurès cette année. Vous l'avez dit, c'était une année riche. Non seulement chez les Arméniens socialistes, la FRH Nation, mais partout en France. On doit rappeler, Moulad Papazian, les événements à venir. Donc le 3 novembre, c'est un lundi à 18h30 à la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone que je vais donner à nos auditeurs. C'est le 01 44 83 07 02, ou bien écrire à cdcafrance@gmail.com pour s'inscrire. Et sans oublier la commémoration, donc à 16h, c'est la cérémonie au Panthéon, justement pour rendre hommage. Cérémonie que nous organisons nous, justement, pour rendre hommage à Jean Jaurès, à 16h au Panthéon, à 18h30 à l'Assemblée nationale. Pendant que Vincent Duclerc parlait de Jaurès, je me disais que nous pourrions l'écouter des heures, tant le propos est passionnant et tant la personnalité de Jaurès appelle justement ce genre d'exposé. Et on aura donc l'occasion de réécouter Vincent Duclerc à l'Assemblée nationale le 3 novembre, qui est la date effectivement du discours de Jaurès. Vincent Duclerc, pour terminer cette émission, parlons de l'assassinat de Jean Jaurès. Comment ça s'est déroulé et pour quelles raisons? Donc Jaurès menait un travail, un engagement très original en face de la guerre générale. Comme je l'ai dit, il n'était pas du tout hostile à la défense nationale, il n'était pas hostile à la guerre, mais il estimait que s'il y avait guerre générale, elle devait être donc la décision des peuples et une volonté politique aussi clairement affirmée de la part des dirigeants européens. Or, et le grand livre de Christopher Clark l'a montré, eh bien les dirigeants européens sont entrés dans la guerre comme des somnambules, et donc Jaurès refusait, cette fatalité. Il a organisé un contre-pouvoir international aux forces de la guerre, grâce à ces réunions de l'Internationale ouvrière, grâce aux réunions qu'il a convoquées entre parlementaires français et parlementaires allemands, grâce aux rencontres des juristes. Donc Jaurès a été un grand homme d'État en juillet 1914, il faut le dire. Simplement en France, il y avait une véritable propagande extrêmement haineuse contre tous ceux qui donc réfléchissaient à la guerre et qui ne voulaient pas effectivement simplement donc se ruer sur l'Allemagne, sachant aussi que ça serait compliqué. On l'a bien vu.
la ruée sur Berlin, elle a fait long feu. Donc Jaurès, de ce point de vue-là, en plus, avait tout à fait raison sur toutes ces analyses concernant la guerre. Mais ce nationalisme était extrêmement violent, extrêmement présent, et ce nationalisme, on sait, amène aussi de terribles assassinats. Bon, en Turquie, l'assassinat de Hrant Dink en 2007, c'est aussi le fruit d'un nationalisme outrancier. Et là, Jaurès est victime du nationalisme. C'est le nationalisme qui arme donc le bras de son assassin. C'est un égaré. Il n'y a pas eu de complot. Il n'y a pas une organisation qui a voulu assassiner Jaurès. Mais c'est pire d'une certaine manière. C'est chaque personne dans la rue peut se transformer en un assassin. Et le parallèle avec Hrant Dink est très juste parce que c'est un jeune qui donc a été manipulé par la propagande, par les milieux où il était, et donc qui commet l'irréparable. Et Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914. Bon, Jaurès avait échoué, il faut le dire, dans sa tentative d'empêcher la guerre générale, mais Jaurès avait encore beaucoup de choses à faire et à dire, et c'est certain que sa perte a été donc immense. Donc c'est pour ça que effectivement la commémoration donc de l'année Jaurès 2014, ce qui va être réalisé le 3 novembre est très important. Jaurès est au Panthéon, et ça indique aussi, même si la cérémonie de panthéonisation a été en 1924 a été un peu contestée par les communistes, par l'extrême droite, mais néanmoins, aujourd'hui, personne ne conteste la place de Jaurès au Panthéon, et je crois aussi qu'il faudrait un jour que les Arméniens aient aussi une place au Panthéon, soit à travers effectivement un des leurs. Manoukian aurait tout à fait sa place au Panthéon. Il a servi la France de manière exceptionnelle, mais aussi peut-être que le Panthéon, qui porte un certain nombre de plaques très important, notamment en l'honneur des Justes, porte aussi une plaque sur les victimes du génocide arménien de 1915. Je crois que 2015 pourrait être effectivement une grande année de ce point de vue-là. Le Panthéon, ça reste un lieu extrêmement fort, qui n'est pas contesté, et donc comme le génocide des Arméniens n'est pas contesté, eh bien il faudrait que le génocide des Arméniens ait aussi sa place au Panthéon. Alors le 3 novembre, c'est notre prochain rendez-vous pour compléter ce cours de pédagogie et d'histoire sur Jean Jaurès et ses relations avec les Arméniens. Merci Vincent Duclerc. Je rappelle que vous êtes historien et entre autres justement spécialiste Jean Jaurès. Merci Moulad Papazian. On peut rappeler la biographie que vous avez rédigée, vous l'avez éditée chez qui? Chez les éditions Fayard, donc avec mon collègue et ami Gilles Candard. Merci pour cette information. Donc, Moulad Papazian, vous êtes président de la FRTH Naxoution pour l'Europe occidentale. Merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.